j'ai proposé à mon amie Catherine Muller de présenter son livre, déjà tout simplement parce que je l'ai trouvé passionnant. Passionnant au point que dès que je l'ai commencé, je n'ai pas pu le lâcher, tellement elle maintient le suspense jusqu'à la fin, comme un roman policier. Il s'agit en effet, dès le départ, d'une intrigue qui nous tient en haleine en cheminant par énigmes. J'en ai d'ailleurs recommandé la lecture à nombreux amis à moi, pas forcément psychanalystes, mais pour certains historiens ou tout simplement amateurs de récits, et ils l'ont tous adoré. Voilà. Tout d'abord le titre, Freud et Napoléon. Très surprenant. Très surprenant rapprochement entre ces deux personnages aussi dissemblables. Catherine nous dit que c'est Freud lui-même qui l'a mise sur la voie et qu'ensuite elle a fait le chemin. Mais, sacré chemin, car si Catherine connaît bien sûr extrêmement bien Freud, comme en témoignent les 2 ouvrages qu'elle lui a consacrés, eh bien elle ne connaissait pas très bien, c'est moins qu'on puisse dire, Napoléon. Donc pour en faire la connaissance, elle a dû se plonger dans le flot de sa très abondante correspondance, parce que comme chacun sait, Napoléon était un très grand épistolier lui aussi, et dans les livres des innombrables historiens qui l'ont scruté sous tous les angles. Comme le dit Hegel, un grand homme condamne les humains à l'expliquer. Tout commence par la lettre de Freud à Thomas Mann en 1936. À l'évocation du nom de Joseph, il s'agit là du Joseph de la Bible, eh bien, il lui vient à l'esprit, il lui vient le nom de Napoléon Ier. Thomas Mann, comme vous le savez, avait remis à Freud peu de temps auparavant le tome 3 de son œuvre magistrale, Joseph et ses frères. Pourquoi une telle association avec l'empereur des Français ? Certes, Freud, dans sa jeunesse, était passionné par les grands conquérants, mais il n'avait jamais manifesté pour Napoléon un intérêt tout particulier. Donc, cela ne suffit pas à expliquer que le nom de Napoléon surgisse ainsi à la fin de sa vie. Dans cette lettre, Freud met au jour, en quelques mots, avec une extrême sagacité, un fil rouge qui est tendu dans la biographie. Cette brillante interprétation qui met l'accent sur un trait de la personnalité ô combien complexe de Napoléon ne suffit toutefois pas à Catherine Muller de la considérer comme suffisante. Elle la trouve en effet un peu sommaire. Pour l'inciter à poursuivre, il lui a fallu, nous dit-elle, que son attention soit attirée par le post-scriptum. Lorsque Freud reconnaît avoir oublié qu'il l'avait déjà exposé à Thomas Mann de vive voix lors de sa visite à Vienne au mois de mai de la même année, ce qui ne l'empêchera pas de lui adresser, ajoute-t-il, malgré tout. Cet oubli, nous dit Catherine Muller, ne peut pas être mis au compte d'un trouble de la mémoire dû à son grand âge, parce que Freud possédait des capacités mnésiques absolument exceptionnelles qui émerveillaient son entourage. De plus, au commencement de cette lettre, Freud dit éprouver vis-à-vis de cette interprétation un certain attrait, quelque chose comme un claquement de fouet pour l'ancien Chartier. Cet enthousiasme suscité par cette interprétation donne l'impression que cette idée fulgurante lui est venue d'un coup, pour la première fois, à la suite des riches échanges qu'ils avaient eus tous les deux à Vienne. Or, il n'en est rien. L'énigme s'épaissit quand Catherine découvre qu'il avait déjà formulé cette interprétation, plus ou moins dans les mêmes termes, 2 années auparavant, le 6 novembre 1934, à son ami, l'écrivain Arnold Zweig. Je cite Freud. « Au reste, ne vous ai-je pas déjà donné l'explication analytique de la fantastique expédition d'Égypte ? Je regretterais de me répéter. Napoléon avait un énorme complexe de Joseph. » Autant d'oubli, de répétition, de réitération
ne peuvent qu'interpeller l'analyste. Le trouble, écrit Catherine Müller, que Freud manifeste à l'égard de la figure récurrente de Joseph, laisse présager qu'en regardant Napoléon à travers le prisme de Joseph, l'homme Freud révèle également les composantes de son destin personnel. Cette interprétation est dictée par Freud lui-même du fait de son propre rapport à la figure de Joseph, qui avait eu une place très importante dans sa jeunesse, et a fortiori après, parce qu'il est quand même celui qui, dans la Bible, interprétait les rêves. Ainsi, l'improbable rencontre entre Napoléon et Freud, c'est, écrit-elle, Freud lui-même qui ne cesse de la rendre possible. Catherine Müller nous signale également qu'il existe un indice tangible de l'identification de Freud à Napoléon Ier. C'est Freud lui-même qui ose cette comparaison dans la fameuse lettre à son ami Romain Rolland en 1936. Alors que Freud se trouve sur l'Acropole avec son propre frère, il fait une association avec Napoléon Ier le jour de son couronnement, quand il dit à son frère Joseph: « Que dirait monsieur notre père s'il nous voyait ?» Catherine Müller va tisser les fils destinaux qui se croisent tout au long de la vie de Freud et de Napoléon, depuis leur naissance avec le statut d'étranger jusqu'à leur roman familial. Parmi les points de rencontre, elle remarque l'importance qu'ont eu leurs mères, de fortes femmes. Les deux diront qu'ils leur doivent ce qu'ils sont devenus. Quant à la figure paternelle idéalisée quand ils étaient enfants, eh bien, elle subira la réprobation sans appel de ses deux fils exigeants, condamnant la lâcheté paternelle. J'en viens maintenant au sous-titre du livre, le complexe fraternel, qui bien sûr est moins connu que le fameux complexe d'Édipe, mais qui met en évidence la place particulière qui revient aux frères. Freud a toujours reconnu la place qu'occupent les conflits, rivalités d'enfants dans une fratrie. C'est ce que Lacan avait appelé la frérocité, avec ce qu'elle induit de jalousie, désir d'exclusivité par rapport aux parents. En ce qui concerne Napoléon, Freud souligne que la rivalité avec son frère Joseph, d'1 an et demi son aîné, était renforcée par le traditionnel droit d'aînesse supprimé par la Révolution française. Je cite Freud. « Suivant cette tradition corse, une relation humaine normale prend un caractère exacerbé. Le frère aîné est le rival naturel, le cadet éprouve à son égard une hostilité élémentaire. Éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph, ont dû être chez Napoléon enfant le sentiment moteur le plus fort, mais une fois devenu adulte, le rival haï devient un être aimé. Il en fut ainsi pour Napoléon. Il l'a aimé plus qu'aucun être au monde. Il n'a presque jamais pu lui reprocher quoi que ce soit. Cette rivalité fraternelle est illustrée dans les livres de Catherine dans une scène absolument vaudevillesque, où Napoléon a littéralement piqué à son frère Joseph Désiré Clary pour finalement ne pas l'épouser. Au cours de cette période, où donc il est en très grande rivalité amoureuse même avec son frère, au cours de cette période, il écrira de véritables lettres d'amour à son frère Joseph, et ce jusqu'à sa rencontre avec Joséphine. Freud écrit dans sa lettre: « S'il se décide à l'épouser, c'est probablement parce qu'elle s'appelle Joséphine. Par la vertu de ce nom, il peut transférer sur elle une partie du tendre attachement qu'il ressent pour son frère aîné. Mais, surprise, elle ne s'appelait pas du tout Joséphine, mais Rose. Quand il l'a rencontrée, elle s'appelait Rose de Beauharnais. Et le jour du mariage, quel prénom va lui choisir Bonaparte? Eh bien, Joseph,
parce que c'est son deuxième prénom. Et pour éviter la confusion, il y ajoute une consonance féminine et ça va devenir Joséphine. Et c'est ce prénom qui passera à la postérité. C'est d'autant plus drôle que Freud ne savait pas qu'elle ne s'appelait pas Joséphine, ce qui fait qu'en visant à côté, il atteint la cible, comme c'est souvent le cas de l'interprétation en psychanalyse. Le complexe de Joseph sera la conjonction de l'élément biographique et du récit mythique. Freud se réfère à l'histoire biblique de Joseph, racontée à la fin de la Genèse et qui a bercé toute son enfance. Joseph, le préféré de son père Jacob, défie ses frères jaloux qui le jettent dans la fosse. Il est sauvé en devenant l'interprète des rêves de Pharaon et acquiert ainsi un grand pouvoir en Égypte. C'est avec les yeux de Joseph, nous dit Catherine Müller, que Freud a interprété le rêve de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Je cite Freud. « Où aller, sinon en Égypte, quand on est Joseph qui veut paraître grand aux yeux de ses frères ?» Cette campagne d'Égypte, que par ailleurs Jean Tullard qualifie de la plus folle de l'histoire de France. Revenons à la fin de la lettre à Thomas Mann. Ensuite, il devient infidèle à son mythe et se laisse entraîner par des considérations réalistes à répudier sa Joséphine bien-aimée. De cet acte date son déclin. Infidèle à son mythe, souligne Catherine Müller. C'est une expression parfaitement inédite dans l'œuvre de Freud. Le reniement de Joséphine date du moment où, devenu empereur, Napoléon désire un enfant impérial pour assurer sa succession que Joséphine, qui est elle-même devenue stérile, ne peut pas lui donner. Catherine écrit « Par le reniement de Joséphine, c'est son propre reniement qui est mis en jeu. Il devient infidèle à sa construction identitaire. Il impose à sa famille à ce moment-là le nom de Napoléon pour ne rien devoir à Bonaparte, mais à lui seul. Il abandonne ses convictions républicaines, l'excès, l'hubris l'a égaré. À Sainte-Hélène, il qualifiera lui-même son alliance avec les familles impériales de faute impardonnable. » Fin de citation. Sophocle fait dire à Oedipe, déchiffreur d'énigmes, à la fin de la tragédie, « J'ai agi sans savoir ». Et là, ironie du destin, Napoléon ne pouvait savoir que Napoléon II, surnommé l'Aiglon par Edmond Rostand, le fils héritier que Napoléon a tant désiré, meurt à 21 ans et que c'est Joséphine qui a assuré la descendance impériale, car c'est sa fille Hortense qui, en épousant le jeune frère Louis de Napoléon, a engendré le futur Napoléon III. Enfin, le plus surprenant et aussi le plus pathétique se trouve à la fin de la lettre à Thomas Mann, lorsque Freud écrit à propos de la chute de Napoléon « Le destin a reproduit une autre partie de l'histoire de Joseph, qui avait eu pour résultat de le faire jeter dans la fosse. » Les têtes couronnées que Napoléon appelait ses frères l'ont jeté dans la fosse. Et l'on peut appliquer à Freud une destinée un peu semblable. Dans cette période funeste qui prépare l'Holocauste du peuple juif, il est jeté dans la fosse par les Allemands, avec qui, comme des frères, il avait partagé la même langue et la même culture. Pour terminer sur une note plus heureuse, Freud ne savait pas non plus qu'en acceptant sur son divan en septembre 1925 la princesse Bonaparte, qu'elle le sauverait de la persécution nazie en donnant la rançon exigée comme condition à sa libération. Catherine Müller conclut comme suit. « Si nous devions trouver un trait d'union historique entre Napoléon et Freud, Marie Bonaparte, la princesse du destin, n'en est-elle pas la symbolique incarnation ? Comme vous l'avez tous compris, je vous recommande vivement ce livre. Merci.